L'autoroute côtière s'étendait à l'infini devant le pare-brise de Léa Parker, un ruban d'asphalte bordé par l'obscurité d'un côté et le noir infini de l'océan de l'autre. Il était plus de minuit, et la route n'appartenait qu'à elle seule, aucun phare derrière, aucun devant. Juste le fracas rythmique des vagues contre les falaises en contrebas et le doux ronronnement du moteur de sa vieille berline. Elle avait parcouru cet itinéraire 1 millier de fois, revenant de son service de nuit à l'hôpital de la ville, sa blouse sentant encore légèrement l'antiseptique et l'épuisement. Cette nuit ne semblait pas différente des autres. Elle pensait à son réfrigérateur vide, aux factures qui s'entassaient sur le comptoir de sa cuisine, et si elle se souviendrait de régler son alarme pour le service du matin. Des pensées ordinaires pour une vie ordinaire. Mais l'univers avait d'autres projets. Le ciel explosa. Un éclair d'orange et de blanc déchira l'obscurité, si soudain et si brillant que Léa écrasa instinctivement les freins. Sa voiture dérapa légèrement avant de s'arrêter au milieu de la route déserte. Son cœur martelait ses côtes alors qu'elle fixait le ciel, la bouche bée. Un jet privé, profilé, coûteux, le genre qui appartenait à des gens vivant dans un monde différent, tombait du ciel dans une spirale de feu et de fumée noire. Le son vint ensuite, un rugissement hurlant de moteur défaillant, puis le craquement écœurant du métal rencontrant l'eau. L'impact envoya une onde de choc à la surface de l'océan, et les flammes se propagèrent sur les vagues comme de l'or liquide. Pendant un instant, Léa resta figée, ses mains serrant le volant si fort que ses articulations en devinrent blanches. Chaque partie logique de son cerveau lui criait de s'enfuir, d'appeler les secours, de laisser quelqu'un d'autre gérer le cauchemar qui venait de tomber du ciel. Mais son corps bougea avant que son esprit ne puisse suivre. Elle ouvrit brusquement la portière, retira ses chaussures et courut vers le bord de la falaise. L'air nocturne lui mordait la peau tandis qu'elle descendait le chemin rocheux vers la plage en contrebas, ses pieds nus glissant sur les pierres mouillées. L'épave coulait déjà, la queue disparaissant sous les vagues, tandis que la moitié avant brûlait d'une lumière féroce, presque défiante. Elle ne réfléchit pas, elle plongea. L'eau froide fut un choc qui lui coupa le souffle, mais elle avança, nageant vers l'épave avec des mouvements puissants. La chaleur des flammes était intense, même à plusieurs mètres de distance, et l'odeur du carburant brûlé lui emplissait le nez. À travers la fumée et la lueur du feu, elle le vit. Une silhouette affalée dans ce qui restait du cockpit, attachée à un siège en cuir qui était rapidement dévoré par les flammes. Sa tête pendait en avant, ses cheveux noirs étaient maculés de sang, et son costume coûteux était déchiré et trempé. Léa s'agrippa à un morceau de métal tordu, l'utilisant pour se rapprocher. Ses mains tremblaient, alors qu'elle tâtonnait avec la ceinture de sécurité, la boucle métallique étant brûlante au toucher. L'avion gémit, s'enfonçant davantage dans l'eau. « Allez, allez !» marmonna-t-elle entre ses dents serrées, ses doigts trouvant enfin le mécanisme de déverrouillage. La ceinture se détacha et tout le poids de l'homme retomba sur elle. Il était lourd, fait de muscles solides sous ses vêtements en ruine, mais l'adrénaline lui donna une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle passa ses bras sous ses épaules et battit des jambes en arrière, le traînant loin de l'épave fumante, juste au moment où une autre explosion envoyait un panache de feu vers le ciel. La nage vers le rivage sembla interminable. Ses muscles criaient, ses poumons brûlaient, mais elle refusait de lâcher prise. Quand ses pieds touchèrent enfin le sable, elle le hissa sur la plage, loin du bord de l'eau, et s'effondra à ses côtés. Sa poitrine se soulevait alors qu'elle aspirait l'air, tout son corps tremblant de froid et d'effort. L'homme gisait immobile, l'eau de mer s'écoulant autour de lui, le visage tourné sur le côté. Dans la lueur lointaine du feu mourant, elle put voir ses traits clairement pour la première fois. Il était jeune, peut-être 30 ans, peut-être un peu plus, avec un visage qui semblait sculpté dans le marbre. Même inconscient et ensanglanté, il émanait de lui quelque chose de dominant, quelque chose qui poussa instinctivement Léa à redresser sa posture.
une montre en platine valant plus que sa voiture s'accrochait à son poignet. Sa chemise s'était déchirée, révélant de l'encre noire complexe qui serpentait sur sa clavicule et sur son torse musclé. Des motifs qui semblaient européens, élégants et d'une certaine manière dangereux. Et là, nichée dans un holster d'épaule sous sa veste, se trouvait une arme. Le souffle de Léa se coupa. Ce n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Aucun cadre d'entreprise ne voyageait avec une arme sanglée contre ses côtes. Ses mains survolèrent dans son torse, cherchant un pouls. Il était là, faible mais régulier. Il était vivant. Elle devait appeler la police. Elle devait appeler quelqu'un. Mais quelque chose dans la façon dont il était habillé, dans la perfection calculée de cette arme, dans le poids froid de la situation, la fit hésiter. Au lieu de cela, elle prit une décision qui allait tout changer. Elle le traîna jusqu'à sa voiture, réussissant tant bien que mal à placer son poids considérable sur la banquette arrière, et rentra chez elle en silence, l'esprit bouillonnant de questions sans réponse. Sa petite maison se trouvait au bout d'une rue calme, loin des regards indiscrets, une bénédiction qu'elle n'avait jamais appréciée jusqu'à présent. Elle parvint à le faire entrer, l'allongeant sur son canapé et le couvrant de couverture. Sa respiration était superficielle, mais régulière, et le sang sur son visage provenait d'une entaille au-dessus de son sourcil, plutôt que de quelque chose de mortel. Elle nettoya ses blessures avec une efficacité exercée, sa formation d'infirmière prenant le dessus, alors même que ses mains tremblaient. Lorsqu'elle se rassit enfin, les premières lueurs de l'aube se glissaient à travers ses fenêtres, et elle réalisa qu'elle était éveillée depuis 24 heures d'affilée. L'étranger restait immobile sur son canapé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement, son visage paisible malgré tout. Léa fit du café qu'elle ne put boire et regarda son téléphone une douzaine de fois sans composer de numéro. Elle fit les 100 pas dans son petit salon, lui jetant un coup d'œil toutes les quelques secondes, comme si elle s'attendait à ce qu'il disparaisse ou se transforme en toute autre chose. Qui était-il? Que s'était-il passé avec cet avion? Et pourquoi chaque instinct qu'elle possédait lui disait que le ramener ici venait de plonger sa vie simple et prévisible dans le chaos? Alors que le soleil montait plus haut, peignant des traînées dorées sur ses murs, les yeux de l'homme papillonnèrent. Puis ils s'ouvrirent, sombres, intelligents et immédiatement alertes, malgré le traumatisme qu'il avait subi. Il évalua la pièce d'un seul balayage avant que son regard ne se verrouille sur le sien. « Où suis-je » Sa voix était rauque, avec un accent. « Italien », pensa-t-elle, ou peut-être quelque chose de proche, et porteur de ce genre d'autorité qui attend des réponses immédiates. « Chez moi », dit Léa, surprise par la stabilité de sa propre voix. « Vous avez eu un accident d'avion. Je vous ai sorti de là. » Il se redressa lentement, grimaçant, mais bougeant avec un contrôle qui suggérait qu'il avait déjà surmonté la douleur auparavant. Sa main alla instinctivement à son torse, trouvant l'arme toujours là, puis il se détendit légèrement. Il la regarda longuement, son expression illisible. « Vous m'avez sauvé la vie. Je suppose que oui. Quel est votre nom ?»« Léa. Léa Parker. » Il hocha lentement la tête, comme s'il l'enregistrait dans sa mémoire, puis ses yeux se durcirent. « Léa Parker. Quoi que vous pensiez savoir sur qui je suis ou sur ce qui s'est passé ce soir, vous devez l'oublier. Pas de police. Pas d'hôpitaux. Personne ne peut savoir que je suis ici. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre délivré avec la certitude de quelqu'un habitué à une obéissance absolue. Léa aurait dû avoir peur, aurait dû exiger des réponses, aurait dû faire quoi que ce soit. Mais au lieu de cela, elle hocha simplement la tête, comprenant à ce moment-là qu'elle faisait désormais partie de quelque chose de bien plus vaste et de bien plus dangereux qu'un simple sauvetage. L'étranger se réinstalla contre le canapé, ses yeux ne quittant jamais les siens. Et dans la lumière croissante du matin, Léa l'entendit. Le bruit de moteurs, beaucoup de moteurs, puissants et s'approchant rapidement. Le grondement s'accentua, un tonnerre mécanique qui n'avait pas sa place dans son quartier tranquille. Léa se dirigea vers la fenêtre,
écartant prudemment le rideau, juste assez pour voir la rue. Son souffle se coinça dans sa gorge. 3S. UV noir, massif, des véhicules rutilant aux vitres si teintées qu'ils ressemblaient à des ombres roulantes, s'arrêtèrent en formation parfaite devant sa maison. Les moteurs se turent simultanément, et pendant un moment, il n'y eut que le silence. Puis les portières s'ouvrirent, et des hommes émergèrent. 10 d'entre eux, tous vêtus de manière identique dans des costumes noirs ajustés, comme s'ils avaient été taillés hier, avec des chemises blanches impeccables et des cravates qui accrochèrent la lumière du matin. Ils bougeaient avec une précision militaire, chaque pas coordonné, chaque mouvement délibéré. Ce n'étaient pas des agents de sécurité ou la police locale, c'étaient des soldats en vêtements civils. « Oh mon Dieu !» chuchota Léa, sa main retombant du rideau. Elle se tourna vers l'étranger, qui était maintenant debout malgré ses blessures, son expression froide et calculatrice. « Il y a des hommes dehors. 10 d'entre eux, je sais. » Il se dirigea vers la fenêtre avec une rapidité surprenante, jetant un coup d'œil avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui avait évalué des menaces 1 millier de fois auparavant. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. « Ils sont à moi. »« À vous ?» La voix de Léa monta d'un octave. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « ils sont à vous » ?» Avant qu'il ne puisse répondre, on frappa brusquement à la porte. Pas le coup amical d'un voisin ou le coup autoritaire des forces de l'ordre, mais quelque chose entre les deux. Respectueux, mais inflexible. L'étranger se redressa, grimaçant légèrement, alors que le mouvement tirait sur ses blessures. Mais quand il parla, sa voix traversa sans effort la porte. Stato. Le mot unique, italien pour statue, resta suspendu dans l'air. De l'extérieur vint une réponse, également en italien, délivrée sur un ton professionnel et sec. L'étranger écouta, puis répondit par une série d'ordres rapides. Léa n'en comprit aucun, mais elle entendit l'autorité dans sa voix, la façon dont ces hommes de l'autre côté de sa porte répondaient par un accusé de réception immédiat. Lorsque le bref échange prit fin, il se tourna vers elle, et pour la première fois depuis son réveil, quelque chose ressemblant presque à du regret traversa ses traits. « Je dois vous expliquer quelque chose, Léa Parker. Mais d'abord, je dois savoir. Vivez-vous seule ? » ?»« Oui. » »« Pourquoi est-ce important ? » »« Parce que dans environ 30 secondes, mes hommes vont effectuer un balayage de sécurité de votre propriété. Ils ne vous feront pas de mal, mais ils seront minutieux. J'ai besoin que vous restiez calme et que vous fassiez exactement ce que je dis. Pouvez-vous faire cela ? Léa avait envie de hurler, d'exiger des réponses, de le jeter hors de sa maison et de faire comme si les 8 dernières heures n'avaient jamais existé. Au lieu de cela, elle se surprit à hocher la tête. Cette même confiance inexplicable qui l'avait poussée à plonger dans l'épave en feu la maintenait maintenant clouée sur place. L'étranger, elle ne connaissait toujours pas son nom, se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Immédiatement, 2 des hommes en costume entrèrent, leurs yeux balayant la pièce avec une efficacité professionnelle. Ils jetèrent à peine un coup d'œil à Léa, leur attention étant entièrement focalisée sur leur employeur. L'un d'eux, un homme aux tempes grisonnantes dans ses cheveux sombres et portant une cicatrice allant de sa tempe à sa mâchoire, s'avança. « Boss, siamo qui per portarti via. Il dottore è in attesa. » L'italien de l'homme était rapide, mais Léa saisit le mot « dottore », « docteur ». « Non ancora », répondit l'étranger en levant une main. « C'est qualcosa che devo far prima ?» Les yeux de l'homme balafré passèrent de Léa à son patron. Quelle que soit la question tacite entre eux, elle fut résolue par un léger signe de tête négatif de l'étranger. L'homme hocha la tête et fit signe aux autres, qui se dispersèrent dans la maison avec une efficacité silencieuse. Léa les entendit se déplacer dans sa chambre, sa salle de bain, vérifiant même sa petite cour arrière. En quelques minutes, ils se regroupèrent dans le salon, chacun offrant un bref hochement de tête qui signifiait apparemment « race ». L'étranger se tourna vers Léa, et cette fois quand il la regarda, elle vit quelque chose de nouveau dans ses yeux, un mélange de respect et d'inquiétude.
Vous devriez vous asseoir pour ce que je vais vous dire. Je préfère rester debout. Un léger sourire. C'est juste. Il désigna les hommes qui les entouraient. Ces hommes travaillent pour moi. Ils me cherchent depuis que mon avion est tombé hier soir. À l'heure qu'il est, ils ont probablement éliminé toute trace du crash. L'épave a été retirée, la zone nettoyée, et tous les témoins ont été encouragés à oublier ce qu'ils ont vu. Encouragés? La voix de Léa n'était qu'un murmure, payé généreusement et convaincu qu'il est dans leur intérêt de garder le silence. Je ne tue pas les civils, Léa, mais je protège mes intérêts. Il fit une pause, étudiant son visage. Vous vous demandez qui je suis. Quel genre d'homme nécessite ce niveau de sécurité? Dans quoi vous vous êtes impliqué en me sortant de cette eau? La pensée m'a traversé l'esprit. Je m'appelle Alessandro Russo. Je dirige l'une des plus grandes organisations internationales en Europe. Nous gérons diverses entreprises. Certaines légales, beaucoup d'autres non. J'ai des ennemis qui paieraient des millions pour me voir mort. C'est pourquoi le crash d'hier soir n'était pas un accident. Quelqu'un a essayé de me tuer et ils ont failli réussir. Il fit un pas de plus, ses yeux sombres ne quittant jamais les siens. Vous m'avez sauvé la vie, Léa Parker. Ce faisant, vous vous êtes mise en grand danger. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Léa sentit ses jambes faiblir et, malgré sa défiance initiale, elle se laissa tomber dans la chaise la plus proche. Quel genre de danger? Le genre où les gens qui me veulent mort voudront savoir comment j'ai survécu. Ils enquêteront. Ils chercheront quiconque aurait pu m'aider, s'ils vous trouvent. Il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Léa, surprise par le calme de sa voix, malgré la terreur qui coulait dans ses veines. Alessandro échangea un regard avec l'homme balafré qui s'avança. Possiamo proteggerla, boss. Casa sicura, nuova identità. Non, la réponse d'Alessandro fut immédiate et ferme. Elle m'a sauvé la vie. Je ne rembourserai pas cette dette en la forçant à se cacher. Il se tourna de nouveau vers Léa. J'ai besoin que vous me fassiez confiance pendant encore 2 jours. Mes hommes maintiendront une présence discrète autour de votre maison. Vous ne les verrez pas, mais ils seront là. Dans 48 heures, j'aurai éliminé la menace et me serai occupé de quiconque a essayé de me tuer. Après cela, vous pourrez reprendre votre vie normale. Et si vous ne parvenez pas à éliminer la menace en 2 jours, alors je resterai ici jusqu'à ce que je le fasse. Léa rit, un son aigu et légèrement hystérique. Vous voulez vous cacher dans ma maison? Le chef d'une organisation criminelle veut utiliser mon salon comme planque. Je me suis caché dans des endroits bien pires. Il y avait quelque chose de presque enfantin dans son sourire, un aperçu de l'homme sous l'extérieur calculateur. En plus, vous avez un canapé confortable. Malgré tout, les armes, les hommes en costume, la situation impossible. Léa se surprit à lui rendre son sourire. C'était insensé. Complètement, absolument insensé. Elle devrait appeler la police, le FBI, n'importe qui capable de retirer cet étranger dangereux de sa vie. Mais quand elle le regardait, tout ce qu'elle voyait était l'homme inconscient qu'elle avait traîné hors de l'épave en feu. Le poids de son corps dans ses bras, la façon dont elle avait refusé que l'océan l'emporte. Elle lui avait sauvé la vie. Et maintenant, inexplicablement, elle se sentait responsable de l'accompagner dans la suite des événements. 2 jours, dit-elle enfin. Mais vous devez dire à vos hommes d'être moins visibles. Des SUV noirs dans ce quartier, ça se remarque comme. C'est déjà réglé, intervint l'homme balafré avec un accent anglais. Nous avons des véhicules qui arrivent tard dans l'heure. Une camionnette, une berline, un monospace, approprié au quartier. Alessandro hocha la tête d'un air approbateur. Marco, c'est mon chef de la sécurité, ancien des forces spéciales italiennes. S'il dit que vous êtes protégé, vous l'êtes. Marco offrit à Léa une légère inclinaison de la tête, ce qui semblait absurdement formel vu les circonstances.
Les autres hommes commencèrent à sortir, ne laissant que Marco et 2 autres qui se positionnèrent près des fenêtres. Alessandro retourna vers le canapé, laissant enfin l'épuisement et la douleur apparaître sur son visage. L'instinct d'infirmière de Léa se manifesta immédiatement. Vous avez besoin de soins médicaux appropriés. Ces plaies doivent être nettoyées à nouveau, et vous avez probablement une commotion cérébrale. Le médecin sera là dans l'heure, voyageant séparément pour éviter les soupçons. En attendant, il désigna le canapé. Je vais me reposer. Vous avez besoin de manger aussi. À quand remonte votre dernier repas? Il réfléchit un instant. Hier après-midi, avant le vol. Léa se leva, reconnaissante d'avoir quelque chose de pratique sur quoi se concentrer. Je vais préparer le petit déjeuner. Vous... Elle pointa à Alessandro. Restez là. Et vous? Elle s'adressa à Marco. Assurez-vous qu'il ne fasse rien de stupide comme essayer de se lever. Les lèvres de Marco frémirent d'un mouvement qui aurait pu être de l'amusement. Si, signorina. Tandis que Léa se dirigeait vers sa petite cuisine, elle pouvait entendre le murmure sourd de l'italien derrière elle, Alessandro donnant des ordres calmes, pendant que Marco répondait avec une efficacité militaire. Elle cassa des œufs dans une poêle, ses mains étrangement stables malgré la nature surréalelle de sa matinée. Un chef de la mafia sur son canapé, des gardes armés dans son salon, et quelque part dehors, des gens qui voulaient Alessandro Russo mort et qui tueraient quiconque se mettrait sur leur chemin. 2 jours, se dit-elle, juste 2 jours. Et ensuite sa vie reviendrait à la normale. Mais alors même qu'elle y pensait, Léa savait que c'était un mensonge. Plus rien ne serait jamais normal. Le médecin arriva exactement 63 minutes plus tard. Un homme de 60 ans, petit et précis, portant une sacoche médicale noire qui semblait appartenir à un musée. Il se présenta comme le docteur Castellano, parla en italien rapide avec Alessandro, puis procéda à son examen avec l'efficacité de quelqu'un qui avait soigné des blessures par balle et des blessures au couteau bien plus souvent que la grippe. Léa regardait depuis le seuil de la cuisine, tandis qu'il vérifiait les pupilles d'Alessandro, nettoyait et pansait de nouveau la blessure à la tête, et effectuait une série de tests qui confirmèrent ce qu'elle soupçonnait déjà. Commotion cérébrale légère, plusieurs côtes fêlées, de nombreuses ecchymoses, mais rien de mortel. L'homme avait eu une chance extraordinaire. « Votre infirmière ici a fait un excellent travail », dit le docteur Castellano, dans un anglais surprenant, en faisant un signe de tête vers Léa. Le soin de la plaie était professionnel. Vous avez une formation médicale? Je suis infirmière diplômée. Je travaille à l'hôpital Sainte-Catherine en centre-ville. Les sourcils du docteur se levèrent légèrement. Chanceux pour notre ami. 1 heure de plus dans cette eau, et l'hypothermie l'aurait emporté quelles que soient ses blessures. Il rangea ses instruments avec un soin méticuleux. Je laisse des antibiotiques, des analgésiques et des instructions détaillées. Changez les pansements 2 fois par jour. Aucune activité intense pendant au moins 1 semaine, bien que je soupçonne qu'il ignorera ce conseil. Alessandro, qui était resté silencieux pendant l'examen, offrit un léger sourire. « Vous me connaissez trop bien, dottore. Je nettoie tes dégâts depuis 15 ans, Alessandro. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. » Le ton du vieil homme était affectueux, malgré la dureté des mots. « Cette jeune femme t'a sauvé la vie. J'espère que tu as l'intention de rembourser cette dette de manière appropriée. J'en ai l'intention. » Les yeux d'Alessandro trouvèrent ceux de Léa à l'autre bout de la pièce, d'une manière qu'elle n'a pas encore imaginée. Les commentaires envoyèrent une rougeur inattendue sur les joues de Léa, bien qu'elle ne pût identifier exactement pourquoi. Le docteur Castellano repartit avec la même efficacité silencieuse qu'à son arrivée, laissant derrière lui suffisamment de fournitures médicales pour approvisionner une petite clinique. La journée s'étira, étrange et suspendue. Léa appela pour se faire porter pâle au travail pour la première fois en 3 ans. L'inquiétude de sa superviseuse étant palpable même au téléphone. Dehors, elle pouvait voir les véhicules de remplacement promis. Une berline Toyota raisonnable,
un vieux pick-up et un monospace de mère de famille, garés à des points stratégiques du pâté de maison. Les hommes de Marco avaient changé de vêtements aussi, portant désormais des jeans et des chemises décontractées qui les faisaient ressembler à des pères de famille du quartier plutôt qu'à des tueurs entraînés. Alessandro dormit une grande partie de la matinée, son corps cédant enfin au traumatisme qu'il avait subi. Léa se surprenait à l'observer plus souvent qu'elle ne le devrait, étudiant les lignes dures de son visage, qui s'adoucissaient légèrement dans le sommeil, la façon dont sa main bougeait occasionnellement vers son torse, comme s'il vérifiait l'arme que Marco avait temporairement confisquée pour nettoyage. Il était beau d'une manière qui semblait dangereuse, le genre de beauté qui attire les ennuis. Des pommettes saillantes, une mâchoire qui pourrait couper du verre, et ses yeux qui, même fermés, semblaient tout voir. Elle s'occupa de tâches mondaines, lessive, vaisselle, réponse à des emails qu'elle avait négligés. Mais son esprit revenait sans cesse à l'impossible réalité de sa situation. Un chef de la mafia dans sa maison. C'est ce qu'était Alessandro, même si le mot semblait trop cinématographique, trop éloigné de la réalité. Pourtant, les preuves étaient partout. La façon dont les hommes de Marco se déplaçaient avec une précision mortelle. L'obéissance inconditionnelle qu'ils montraient à leur patron. Les appareils de communication sophistiqués qu'ils portaient. Le fait qu'ils aient fait disparaître tout un crash d'avion du jour au lendemain. Ce n'était pas un film. C'était sa vie maintenant, du moins pour 2 jours de plus. Vers 3 heures de l'après-midi, Alessandro se réveilla. Il se redressa lentement, testant les limites de son corps, puis croisa le regard de Léa et offrit un léger hochement de tête, un geste qui semblait plus intime que les mots. Elle lui apporta de l'eau, qu'il but avec gratitude, et un sandwich qu'elle avait préparé, qu'il consomma avec une délicatesse surprenante pour quelqu'un qui avait failli mourir 12 heures plus tôt. « Parlez-moi de vous, » dit-il soudainement, posant l'assiette vide. Léa sia. « Quoi ? Vous m'avez sauvé la vie. La moindre des choses est que je sache qui vous êtes. D'où vous venez? Pourquoi vous conduisiez sur cette route côtière à minuit ?» Elle faillit refuser. Cet homme ne méritait pas son histoire, ne méritait rien d'elle, excepté le sauvetage qu'elle avait déjà fourni. Mais quelque chose dans son expression, une curiosité authentique sous l'extérieur calculateur, la poussa à répondre. « J'ai grandi à Seattle. Je suis venu ici pour l'école d'infirmière et je ne suis jamais reparti. Je travaille de nuit parce que c'est mieux payé et je rentrais chez moi après une garde particulièrement longue. Rien d'excitant, rien de dramatique, juste ordinaire. »« Ordinaire », répéta Alessandro, comme s'il testait le mot. « Vous avez sauté dans l'océan pour sortir un étranger d'un avion en flammes. Il n'y a rien d'ordinaire là-dedans. C'était de l'instinct. Je n'y ai pas réfléchi. Ce qui le rend encore plus remarquable. » Il se pencha légèrement en avant, grimaçant au mouvement. La plupart des gens réfléchissent, ils calculent le risque, pèsent les conséquences potentielles, considèrent leur propre sécurité. Vous avez simplement agi. Ce genre de courage est rare, Léa. Même dans mon monde, où la violence est courante, le vrai courage est précieux. Votre monde. Léa s'assit en face de lui, posant enfin la question qui lui brûlait les lèvres depuis le matin. Quel est exactement votre monde, Alessandro? Vous avez dit que vous dirigiez une organisation. Qu'est-ce que cela signifie? Il resta silencieux un long moment, ses yeux cherchant les siens, comme s'il décidait quelle part de vérité elle pouvait supporter. Je dirige un réseau qui s'étend sur 12 pays à travers l'Europe et une partie de l'Asie. Nous traitons d'information, de protection, de logistique et, oui, occasionnellement de choses qui frôlent ou franchissent les frontières légales. J'ai hérité de l'organisation de mon père, qu'il avait hérité de son père avant lui. C'est un héritage écrit dans le sang et l'argent, et c'est la seule vie que j'ai jamais connue. Donc, vous êtes un criminel. Selon la plupart des définitions, oui. Il ne broncha pas devant le mot. Mais je suis aussi l'homme qui assure l'emploi de centaines de familles, qui maintient l'ordre dans des endroits
où les gouvernements ont échoué, qui protègent des gens que la loi a oubliés. Le monde n'est pas aussi simple que le bien et le mal, Léa. Il est peint dans des nuances de gris, si sombres qu'elles sont presque noires. Et les gens qui ont essayé de vous tuer, de quelles nuances de gris sont-ils? Un muscle se contracta dans sa mâchoire. La nuance la plus sombre, des rivaux qui pensent que ma mort créera un vide de pouvoir qu'ils pourront exploiter. Ils se trompent, bien sûr. Mon organisation est trop bien établie, trop profondément enracinée. Mais ils essaieront quand même, et des innocents mourront dans les tirs croisés si je ne les arrête pas d'abord. Comment les arrêterez-vous? En faisant ce que je fais le mieux, trouver leur faiblesse, l'exploiter, et faire un exemple qui garantira que personne d'autre ne tente une telle sottise. Sa voix était froide maintenant, la chaleur de quelques instants plus tôt s'évaporant en quelque chose de plus dur. Je n'aime pas la violence, Léa, mais je suis très, très doué pour ça. L'aveu aurait dû la terrifier, aurait dû l'envoyer courir à la police, ou du moins dans sa chambre pour verrouiller la porte. Au lieu de cela, Léa ressentit un étrange sentiment de compréhension. Elle avait passé des années en tant qu'infirmière, voyant les conséquences de la violence, des blessures par balles, des coups de couteau, des abus domestiques. Elle savait qu'il y avait des gens dans le monde qui choisissaient la cruauté, qui infligeaient de la douleur sans réflexion, ni remords. Et elle savait qu'il y avait des gens comme Alessandro, qui opéraient dans l'obscurité mais qui, par une certaine logique tordue, maintenaient un code, une structure, des règles qui régissaient leur absence de loi. L'accident d'avion, dit-elle. Comment est-ce arrivé? Des explosifs placés dans le compartiment du train d'atterrissage, programmés pour exploser à l'altitude de croisière. Un travail sophistiqué, probablement de qualité militaire. Le pilote a réussi à envoyer un signal de détresse avant que nous ne tombions. C'est ainsi que Marco et les autres ont su où chercher. Mais l'auteur de l'attentat a fait une erreur. Ils ont supposé que je mourrais dans l'explosion initiale ou à l'impact. Ils n'ont pas pris en compte la possibilité que quelqu'un puisse. Il s'interrompit, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Ils n'ont pas tenu compte de vous. Donc j'ai gâché leur plan. Spectaculairement. Un sourire authentique traversa son visage, transformant ses traits de beaux à dévastateurs. Vous vous êtes aussi mise dans leur collimateur. C'est pourquoi je dois résoudre cela rapidement. Je ne veux pas avoir votre sang sur la conscience, Léa Parker. Comme c'est noble de votre part. Ne confondez pas pragmatisme et noblesse. Si vous mourrez à cause de moi, je perds quelque chose de précieux, une dette de vie que je ne pourrai jamais rembourser. C'est inacceptable. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres et peignant des rectangles dorés sur le tapis usé. Dehors, Léa pouvait voir Marco parler calmement dans un téléphone, son expression grave. À l'intérieur, elle était seule avec un homme qui représentait tout ce qu'on lui avait appris à craindre et à éviter, et pourtant, qui la regardait avec quelque chose approchant la révérence. C'était enivrant et terrifiant à parts égales. « Qu'est-ce qui se passe après ces 2 jours ?» demanda-t-elle enfin. « Je disparais de votre vie. Mes hommes maintiennent une surveillance pendant une autre semaine pour s'assurer qu'aucune menace n'émerge. Et ensuite, vous ne me revoyez jamais. Vous retournez à votre existence ordinaire, et je retourne à la mienne. C'est plus propre comme ça. Plus propre. » Le mot avait un goût amer. « Est-ce que c'est ce que vous voulez ?» Les yeux d'Alessandro rencontrèrent les siens, et pendant un instant, elle vit quelque chose de vulnérable sous l'armure, une lueur de solitude, celle d'une vie vécue en regardant toujours par-dessus son épaule, sans jamais faire entièrement confiance à personne. Ce que je veux, et ce qui est le mieux pour vous, sont 2 choses très différentes. Vous méritez une vie libérée des ombres que j'apporte avec moi. Ce n'est pas une réponse. Non, admit-il doucement, ce n'en est pas une. Avant que l'un ou l'autre ne puisse en dire plus, Marco entra sans frapper,
son expression urgente. Il parla rapidement en italien, et Léa regarda le visage d'Alessandro se transformer d'un état détendu à un état mortel en un instant. Il se leva malgré ses blessures, se dirigeant vers la fenêtre avec une grâce prédatrice. Marco lui tendit une tablette affichant ce qui ressemblait à des images de surveillance, et les yeux d'Alessandro se plissèrent alors qu'il étudiait l'écran. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa, son cœur s'emballant soudainement. Alessandro la regarda, et elle vit le guerrier sous l'homme blessé. Ils m'ont trouvé. Ou plutôt, ils ont trouvé où ils pensent que je pourrais être. Mes ennemis effectuent des ratissages de chaque propriété dans un rayon de 20 milles autour du site du crash. Ils atteindront votre quartier d'ici les 6 prochaines heures. Alors vous devez partir. Allez quelque part plus sûr. Non. Sa réponse fut immédiate et ferme. Partir maintenant m'exposerait pendant le transport. Ils auront des guetteurs surveillant chaque itinéraire hors de la zone. L'endroit le plus sûr où je puisse être est ici même, caché à la vue de tous dans une maison qu'ils n'ont aucune raison de suspecter. Il se tourna vers Marco. Implementa il protocollo Castello. Voglio 2 squadre in posizione entro un'ora. Marco hocha la tête et disparut, parlant déjà dans son téléphone. Alessandro retourna vers le canapé, mais l'homme détendu de tout à l'heure avait disparu, remplacé par quelqu'un de calculateur et dangereux. « Léa, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Pendant les prochaines heures, cette maison sera sous sécurité maximale. Mes hommes seront positionnés à l'intérieur et à l'extérieur, prêts à répondre à toute menace. Vous serez en sécurité, je vous le promets. Mais j'ai besoin que vous restiez calme et que vous suiviez sans poser de questions toutes les instructions que Marco ou moi vous donnerons. Pouvez-vous faire cela ?» Léa avait envie de protester, d'exiger qu'il parte et emmène sa guerre avec lui. Mais en regardant son visage, sa détermination et autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la protection, elle se surprit à hocher la tête. « D'accord. Mais Alessandro, si quelqu'un est blessé à cause de cela, si l'un de vos hommes meurt en vous protégeant, alors je porterai ce poids, comme je porte tous les autres. » Il tendit la main, sa main planant près de la sienne, sans tout à fait la toucher. « Mais je ne laisserai rien vous arriver. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir. » Dehors, le soleil commença sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge, qui rappelaient à Léa l'avion en feu. Et à l'intérieur de sa petite maison ordinaire, une guerre se préparait silencieusement. Une guerre dont elle était devenue le centre sans jamais avoir choisi de combattre. La nuit tomba comme un rideau sur une scène, transformant le quartier calme de Léa en quelque chose ressemblant à un échiquier où des pièces invisibles se déplaçaient dans un but mortel. Elle observait depuis la fenêtre de sa chambre les hommes de Marco prendre position, certains dans les maisons d'en face qui étaient apparemment vacantes, ou dont les propriétaires avaient été évacués discrètement, d'autres dans des véhicules qui semblaient parfaitement normaux, mais dont les occupants ne bougeaient jamais, ne se détendaient jamais, ne cessaient jamais de scruter l'obscurité. Alessandro s'était retiré dans son salon, entouré d'ordinateurs portables et de matériel de communication livré dans des cartons anonymes. Il travaillait avec une intensité concentrée, orchestrant une défense que Léa ne pouvait pas pleinement comprendre, mais qu'elle pouvait définitivement ressentir. La maison elle-même avait été transformée. Des serrures supplémentaires avaient été installées sur chaque porte et fenêtre. Des caméras de sécurité surveillaient désormais chaque angle de la propriété, leur flux affiché sur plusieurs écrans que Marco surveillait avec une attention inébranlable. Une cache d'armes avait été discrètement positionnée dans le placard du couloir. Léa l'avait aperçue en allant chercher des serviettes et avait immédiatement regretté d'avoir regardé. Ce n'était plus chez elle. C'était une forteresse, et elle en était à la fois la résidente la plus protégée et la responsabilité la plus dangereuse. Vers 20 heures, Alessandro l'appela dans le salon. Il semblait épuisé, les analgésiques perdant de leur effet et le poids de ses blessures redevenant visible.
Mais ses yeux étaient vifs, alertes, ne manquant rien. « Je dois expliquer ce qui est sur le point d'arriver, » dit-il, lui faisant signe de s'asseoir. « Dans environ 2 heures, un convoi passera par ce quartier en effectuant ce qui semble être une patrouille de routine. Ils me cherchent en réalité en utilisant l'imagerie thermique et d'autres technologies de surveillance. Mes hommes créeront de fausses signatures, 3 pâtés de maison plus loin pour attirer leur attention. Mais il y a une chance qu'ils scannent quand même cette maison. Et s'ils le font, la voix de Léa était plus stable qu'elle ne le pensait. Ils verront exactement ce qu'ils s'attendent à voir. Une femme seule chez elle, regardant la télévision, vaquant à sa routine habituelle du soir. Marco a installé un système qui masquera ma signature thermique et celle des hommes supplémentaires à l'intérieur. Pour leur équipement, cette maison paraîtra complètement ordinaire. Mais Léa, sa voix s'adoucit légèrement. Vous devez réellement être en train de faire ces choses normales. Pouvez-vous rester assise devant la télévision pendant 2 heures en agissant de manière détendue et naturelle, sachant que des hommes avec des armes scannent votre maison? Elle avait envie de dire non. Envie de hurler que rien de tout cela n'était normal, qu'elle était une infirmière qui sauvait des vies, pas quelqu'un qui jouait aux espions avec des criminels. Mais au lieu de cela, elle pensa à l'homme qu'elle avait sorti de l'océan, le poids de son corps dans ses bras, la façon dont son cœur battait encore, alors que chaque issue logique disait le contraire. Elle l'avait sauvé alors. Elle pouvait le protéger maintenant. « Je peux le faire, » dit-elle. « Mais vous devez me dire quelque chose d'abord. La vérité, Alessandro. Est-ce que nous allons survivre ce soir ?» Il la regarda longuement, et elle le vit prendre une décision, lui confier la vérité plutôt que des mensonges réconfortants. « Oh, je ne sais pas. Mes ennemis sont puissants, bien équipés et motivés. Mais je suis toujours en vie, ce qui signifie que je suis soit très chanceux, soit très doué. Probablement les deux. Et j'ai quelque chose qu'ils n'attendent pas. Vous. Une femme sans lien avec mon monde, dans une maison qu'ils n'ont aucune raison de suspecter. Cet avantage pourrait suffire. Pourrait. C'est le mieux que je puisse offrir. » Léa hocha la tête et s'installa sur le canapé, allumant la télévision sur une sitcom quelconque, dont les rires enregistrés semblaient obscènes vu les circonstances. Alessandro se retira dans le couloir sombre, une ombre parmi les ombres. Marco et ses hommes devinrent invisibles, leur présence si complètement effacée que si Léa n'avait pas su qu'ils étaient là, elle se serait crue seule. L'attente commença. La première heure passa avec une lenteur agonisante. Léa se força à regarder la télévision, à rire aux moments appropriés, à se lever une fois pour faire du thé, puis à retourner à sa place sur le canapé. Elle sentait le poids des regards sur elle, non seulement l'équipement de surveillance à l'extérieur, mais aussi Alessandro qui observait depuis l'obscurité, Marco surveillant chaque écran, les hommes positionnés dans toute la maison, prêts à passer de l'invisible au létal en un instant. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle levait sa tasse de thé, mais elle le cachait bien, les glissant sous une couverture. À exactement 21h47, la radio de Marco crépita d'un bref message codé. Le convoi était à 3 pâtés de maison. Léa se força à respirer normalement, à ne pas regarder vers les fenêtres, à garder ses yeux sur l'écran de télévision, même si elle n'aurait pu dire quelle émission passait. Dehors, elle entendit le grondement sourd de véhicules lourds, des SUV de qualité militaire, avait expliqué Alessandro, équipés d'une technologie coûtant plus cher que la plupart des maisons. Ils se déplaçaient lentement, méthodiquement, scannant chaque propriété au passage. 2 pâtés de maison. 1 pâté de maison. Puis, directement devant chez elle. Les véhicules s'arrêtèrent. Léa sentit son cœur marteler ses côtes si fort qu'elle était certaine que l'équipement de surveillance le détecterait, la marquerait comme anormale, déclencherait une enquête qui se terminerait par des balles et du sang. Mais elle ne bougea pas, ne tressaillit pas,
resta simplement assise sur son canapé, regardant la télévision, buvant occasionnellement du thé qui était froid depuis longtemps. Dans le couloir, Alessandro restait parfaitement immobile, une statue sculptée dans l'obscurité et la discipline. Les secondes s'étirèrent en éternité. Puis, après ce qui sembla être des heures, mais n'était probablement que 3 minutes, les véhicules repartirent. Le grondement des moteurs s'estompa dans le lointain, ne laissant que le silence et les battements du pouls de Léa dans ses oreilles. Elle attendit, n'osant pas bouger jusqu'à ce qu'Alessandro sorte enfin de l'ombre. Son expression était illisible, mais quand leurs regards se croisèrent, elle vit quelque chose qui aurait pu être du soulagement, ou du respect, ou quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. « Vous avez été parfaite, » dit-il doucement. « Ils n'ont rien vu de suspect. Vous avez un talent naturel. » « Je n'ai jamais voulu avoir un talent naturel pour ça, » répondit Léa, sa voix tremblant maintenant que le danger immédiat était passé. « Ce n'est pas mon monde, Alessandro. Je sauve des vies dans les hôpitaux, pas. » Elle fit un geste impuissant vers l'équipement de surveillance, les armes cachées, la guerre menée dans son salon. « Je sais. » Il se rapprocha, s'asseyant prudemment à l'autre bout du canapé, maintenant une distance, mais se sentant plus proche qu'auparavant. « Et je suis désolé d'avoir fait s'écraser mon monde dans le vôtre, littéralement. » Un nombre de sourires. « Mais vous gérez cela avec plus de grâce que la plupart des professionnels entraînés. » « Je ne me sens pas gracieuse. Je me sens terrifiée. » « Tant mieux. La peur vous maintient alerte, vous maintient en vie. Ce sont les gens qui n'ont pas peur qui font des erreurs fatales. » Il fit une pause, étudiant son visage à la lueur vacillante de la télévision. « Dites-moi quelque chose, Léa. Pourquoi m'avez-vous réellement sorti de cette eau? La vérité, pas la réponse noble sur le fait de sauver des vies. » Elle envisagea de mentir, d'offrir quelque chose de simple et d'héroïque. Mais il avait été honnête avec elle, brutalement, et elle se surprit à lui rendre l'appareil. « Je ne sais pas. Je vous ai vu là, piégé dans cette épave, et quelque chose en moi a juste refusé de vous laisser mourir. Ce n'était pas rationnel, ce n'était pas un choix conscient. C'était comme si mon corps bougeait avant que mon cerveau ne rattrape le coup. Et maintenant, assise ici avec des hommes armés dans ma maison et des criminels qui fouillent le quartier, je n'arrête pas de me demander si j'ai fait le bon choix. Si peut-être le monde se porterait mieux si j'étais simplement parti et que j'avais laissé l'océan vous emporter. Peut-être que oui. » Sa réponse fut calme, sans colère ni défensive. « J'ai fait des choses terribles dans ma vie, Léa. Des choses qui vous horrifieraient, si vous en connaissiez les détails. J'ai ordonné des morts, détruit des vies, causé des douleurs qui se répercutent à travers les familles et les communautés. Les plateaux de la justice pencheraient probablement contre moi dans n'importe quel bilan cosmique. Alors pourquoi le faites-vous? Parce que quelqu'un doit le faire. Parce que le monde dans lequel j'opère ne fonctionne pas avec des lois et des tribunaux. Il fonctionne sur le pouvoir et la peur, et sur la capacité à projeter les deux de manière convaincante. Si je n'avais pas le contrôle de mon organisation, quelqu'un de pire l'aurait. Quelqu'un qui ne respecte pas les codes que nous suivons, les lignes que nous ne franchissons pas. Je ne suis pas un homme bon, Léa, mais je suis meilleur que les alternatives. C'est une philosophie déprimante. C'est une philosophie honnête. » Il bougea légèrement, et elle vit la douleur traverser ses traits. « Vous devriez vous reposer. Le danger de ce soir est passé, mais demain apporte ses propres défis. Les hommes de Marco monteront la garde, mais vous avez besoin de sommeil. Et vous? Je me reposerai plus tard. D'abord, j'ai des appels à passer, des stratégies à finaliser. Les gens qui ont essayé de me tuer ont fait une erreur ce soir. Ils ont révélé leur schéma de recherche, leurs méthodes, leurs ressources. Cette information est précieuse, et j'ai l'intention de l'utiliser. » Léa se leva, l'épuisement s'abattant soudainement sur elle, comme un poids physique. Mais avant de se retirer dans sa chambre, elle se surprit à poser une dernière question. « Alessandro ?
Une fois que tout cela sera terminé, une fois que vous aurez disparu dans votre monde et que je serai retourné dans le mien, vous souviendrez-vous de moi, ou serai-je juste une personne de plus dans une longue liste de gens qui vous ont aidé à survivre? Il la regarda longuement, et quand il parla, sa voix portait un poids qui ressemblait à la vérité. « Je me souviendrai de vous, Léa Parker. Pas parce que vous m'avez sauvé la vie, bien que ce soit une raison suffisante, mais parce qu'en 36 heures, vous m'avez montré quelque chose dont j'avais oublié l'existence. Un courage authentique, sans arrière-pensée. Une gentillesse sans attente de récompense. Vous avez sorti un étranger du feu et de l'eau. Vous l'avez accueilli chez vous et vous l'avez protégé malgré toutes les raisons logiques de ne pas le faire. Ce genre de personne, on ne l'oublie pas. Jamais. Les mots s'installèrent entre eux, lourds de sens, qu'aucun ne semblait prêt à reconnaître pleinement. Léa hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix, et se retira dans sa chambre. Mais alors qu'elle gisait dans l'obscurité, écoutant le murmure calme des appels téléphoniques d'Alessandro et les mouvements subtils des hommes de Marco dans toute la maison, elle réalisa quelque chose qui l'excitait et la terrifiait à la fois. Elle commençait à s'attacher à l'étranger dangereux dormant sur son canapé, pas comme un patient ou une responsabilité, mais comme toute autre chose. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans sa vie ordinaire, mais qui prenait racine de toute façon. Obstiné et indéniable comme l'aube qui viendrait inévitablement. Dehors, la nuit s'épaississait, et à travers la ville, les ennemis d'Alessandro commençaient à réaliser que leur proie leur avait encore une fois glissé entre les doigts. La chasse continuerait, le danger s'intensifierait, mais pour cette nuit, dans une petite maison d'une rue calme, une infirmière et un chef de la mafia existaient dans une étrange bulle de sécurité, sachant tous deux que cela ne durerait pas, mais aucun n'étant tout à fait prêt à reconnaître ce qui attendait au-delà. Le matin arriva avec une douceur trompeuse, la lumière du soleil filtrant par la fenêtre de la chambre de Léa et peignant des bandes dorées sur ses murs. Pendant un instant, un moment beau et béni, elle oublia tout. Puis la conscience revint, le poids de l'épuisement dû au manque de sommeil, le son de voix inconnue parlant italien dans son salon, la réalité que sa maison était devenue le point zéro d'une guerre qu'elle ne comprenait pas. Elle s'habilla rapidement d'un jean et d'un pull, attacha ses cheveux en queue de cheval et prit plusieurs inspirations profondes avant d'ouvrir la porte de sa chambre. La scène qui l'accueillit était surréaliste de domesticité. Alessandro était assis à sa petite table de cuisine, une tasse de café à la main, ayant l'air presque normal si ce n'était le nouveau pansement sur son front et la façon dont il se tenait. Une tension contenue, à peine déguisée en décontraction. Marco se tenait près de la fenêtre, sa posture droite comme un militaire, tandis que deux autres hommes qu'elle avait reconnus de la veille examinaient quelque chose sur un ordinateur portable. Quand Alessandro la vit, il se leva immédiatement, un geste de respect déplacé de la part d'un homme qui commandait une armée. « Bonjour », dit-il. « Le café est frais. Marco a pris des pâtisseries à cette boulangerie de la 5e rue. Apparemment, il a fait des recherches sur vos endroits préférés pour le petit déjeuner. » Léa sia, regardant Marco qui haussa les épaules avec ce qui aurait pu être de l'embarras. La sécurité inclut la connaissance des routines et des préférences de la cible, dit-il dans son anglais fortement accentué. Les croissants aux amandes sont très bons. Malgré tout, Léa rit, un vrai rire qui l'a surpris par son amusement sincère. Vous avez fait des recherches sur mes préférences de petit déjeuner. C'est soit très attentionné, soit profondément glauque, et je suis trop fatigué pour savoir quoi en penser. Elle versa du café, ajouta de la crème, et prit un croissant qui était, il faut l'avouer, excellent. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Encore des convois? Encore de la cachette? En fait, dit Alessandro, se rasseyant avec un soulagement visible. Aujourd'hui, nous passons à l'offensive. La surveillance de la nuit dernière nous a donné tout ce dont nous avions besoin.
Signature de véhicule, fréquence de communication, schéma de patrouille. Mon équipe technique a travaillé toute la nuit pour remonter ces signaux jusqu'à leur source. Nous savons qui me traque, et plus important encore, nous savons d'où ils opèrent. Et qu'allez-vous faire de cette information? Mettre fin à la menace. Sa voix était factuelle, comme s'il discutait de quelque chose d'aussi banal que les courses, plutôt que de ce qui ressemblait suspicieusement à de la violence planifiée. D'ici le coucher du soleil ce soir, les personnes responsables du crash de l'avion ne seront plus en position de nuire à qui que ce soit. L'opération est déjà lancée. Des actifs se déploient. Une pression est exercée dans des endroits très spécifiques. Ce sera bientôt fini. Des actifs se déploient. Léa répéta la phrase, goûtant son détachement clinique. Vous voulez dire des gens. Vos gens. Qui vont blesser ou tuer d'autres gens. Oui. Aucune hésitation. Aucune tentative d'adoucir la vérité. Je vous ai dit que je n'étais pas un homme bon, Léa. Voilà à quoi cela ressemble en pratique. Je n'aime pas ça. Mais je ne m'en cache pas non plus. C'est nécessaire. Combien de personnes vont mourir aujourd'hui à cause de cela? Les yeux d'Alessandro tinrent les siens, et elle vit quelque chose comme de la douleur traverser ses traits. Aussi peu que possible. Je ne suis pas intéressé par un massacre ou une violence excessive. L'objectif est d'éliminer la direction de l'organisation qui m'a ciblé et de faire comprendre que d'autres tentatives seraient suicidaires. Si cela peut être accompli par l'intimidation et la pression stratégique plutôt que par l'effusion de sang, c'est préférable. Mais sinon, il s'interrompit, l'implication étant claire. Léa posa sa tasse de café, soudainement nauséeuse. Je suis infirmière. J'ai prêté serment de ne pas faire de mal, de sauver des vies chaque fois que c'est possible. Tout ce que vous décrivez va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Je sais, c'est pourquoi je ne vous demanderai jamais d'en faire partie. Je n'attendrai jamais que vous le cautionniez ou que vous y aidiez. Vos mains restent propres, Léa. C'est non négociable. Il se pencha légèrement en avant, son expression intense. Mais je ne vous mentirai pas non plus. Je ne prétendrai pas être quelque chose que je ne suis pas, ou que mon monde fonctionne selon vos règles. C'est qui je suis. C'est ce que je fais. Et si cela vous fait regretter de m'avoir sorti de cette eau, je comprendrai. La question restait suspendue. Le regrettait-elle? Le devrait-elle? Léa regarda l'homme en face d'elle, voyant à la fois le leader sophistiqué et imposant et l'humain blessé qui avait été à quelques heures de la mort. Elle pensa à la façon dont il avait promis de la protéger, le soin qu'il avait pris pour la garder en sécurité, le respect dans ses yeux quand il la regardait. Elle pensa à l'alternative, s'éloigner de ce crash, le laisser se noyer, ne jamais connaître cette étrange connexion qui s'était formée entre eux. « Je ne le regrette pas, dit-elle enfin, mais je déteste ce qui va avec, la violence, le danger, la façon désinvolte dont vous parlez de gens qui meurent. C'est tout ce contre quoi j'ai lutté durant ma carrière. Je sais. Et je suis désolé que le fait d'avoir sauvé ma vie signifie être exposé à cette obscurité. » Alessandro se leva, se déplaçant vers la fenêtre aux côtés de Marco, sa silhouette encadrée par la lumière du matin. « Encore un jour, Léa. D'ici demain matin, ce sera fini. Mes ennemis seront traités, la menace éliminée. Je quitterai votre vie, et vous pourrez recommencer à sauver des gens d'une manière qui ne nécessite pas d'armes ou de tactique. Vous pourrez oublier que j'ai jamais existé. » Et si je n'ai pas envie d'oublier? Les mots s'échappèrent avant que Léa ne pût les arrêter, suspendus dans l'air comme un aveu. Alessandro se tourna lentement, son expression illisible, tandis que Marco trouva soudain l'écran de l'ordinateur portable intensément fascinant. Les deux autres hommes s'excusèrent discrètement, quittant la cuisine avec l'invisibilité exercée des professionnels qui savent quand disparaître. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Alessandro doucement. « Je ne sais pas. » Léa se leva, frustrée contre elle-même, contre lui, contre toute cette situation impossible. «
Je dis que depuis 2 jours, j'ai été aux premières loges de votre monde, et c'est terrifiant. Mal, et contre tout ce en quoi je crois. Mais j'ai aussi vu la façon dont vous protégez les gens sous vos ordres, la loyauté qu'ils vous témoignent, le code selon lequel vous opérez, même quand il serait plus facile de ne pas le faire. Vous n'êtes pas un homme bon selon les normes conventionnelles, mais vous n'êtes pas non plus le monstre que vous prétendez être. Ne le suis-je pas? Quelque chose d'amer se glissa dans sa voix. Vous avez vu mon poste de commandement, Léa, pas mon champ de bataille. Vous ne m'avez pas vu mettre un pistolet sur la tête de quelqu'un et appuyer sur la gâchette sans hésiter. Vous n'avez pas vu les conséquences de mes ordres. Les corps, les veuves, les enfants qui grandissent sans père, parce que j'ai jugé leur mort nécessaire. Ne confondez pas efficacité et humanité. Je ne confonds pas. Je vois exactement ce que vous êtes. Elle se rapprocha, réduisant la distance entre eux malgré chaque voix logique dans sa tête, lui criant de maintenir un espace. Vous êtes quelqu'un qui a hérité d'un héritage violent et qui a choisi de le façonner plutôt que de s'en échapper. Quelqu'un qui maintient l'ordre dans le chaos, même si cet ordre a un prix terrible. Quelqu'un qui... Elle fit une pause, cherchant ses mots. Quelqu'un qui est seul depuis si longtemps qu'il a oublié ce que c'est que d'être vu comme un humain plutôt que comme une arme. Alessandro la fixa, quelque chose se fissurant dans son armure, soigneusement entretenue. Vous romantisez un criminel, Léa, créant un récit qui me rend acceptable pour votre conscience. Non. Je vous vois clairement pour la première fois, sans le choc et la peur qui obscurcissent mon jugement. Et ce que je vois est compliqué, gris moralement et probablement dangereux pour moi de ressentir quoi que ce soit à son sujet. Mais cela ne le rend pas moins réel. Ressentir quoi que ce soit à son sujet? Il répéta la phrase lentement. Qu'est-ce que vous ressentez exactement, Léa Parker? C'était un défi, et une question, et autre chose encore, une invitation à être aussi honnête qu'il l'avait été avec elle. Léa prit une inspiration, s'engageant dans une vérité qu'elle évitait depuis qu'elle l'avait sortie de l'eau. J'ai l'impression que je n'ai pas seulement sauvé votre vie. J'ai l'impression que vous faites désormais partie de la mienne d'une certaine façon. Et même si chaque pensée rationnelle dit que je devrais vouloir vous voir partir, il y a quelque chose en moi qui redoute demain matin, quand vous disparaîtrez. Ce qui est insensé, parce que nous nous connaissons depuis 48 heures, et que vous êtes littéralement un chef de la mafia, et que je suis infirmière, et qu'il n'y a aucun univers où cela a du sens. Non, acquiesça Alessandro. Il n'y en a pas. Il tendit la main, sa main planant près de son visage, sans tout à fait la toucher. Mais le sens n'a rien à voir avec ce que je ressens quand je vous regarde. De la gratitude, oui. Vous m'avez sauvé la vie, et cette dette est énorme. Mais aussi autre chose. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années, parce que je ne pouvais pas me le permettre. Vous me donnez envie d'être l'homme que vous semblez voir quand vous me regardez, même si je sais que je ne mériterai jamais cette vision. Alessandro. Non. Laissez-moi finir. Sa main entra enfin en contact, ses doigts effleurant sa joue avec une gentillesse surprenante. Après ce soir, quand la menace sera éliminée et que je retournerai dans mon monde, je me souviendrai de ceci. Je me souviendrai de vous debout dans votre cuisine, disant à un criminel qu'il est humain, qu'il vaut la peine d'être vu comme plus qu'une arme. Personne ne m'a dit cela depuis je ne sais combien de temps. Peut-être jamais. Avant que Léa ne pût répondre, avant qu'elle ne pût traiter le poids de ses mots, ou la façon dont son contact envoyait de l'électricité à travers ses nerfs, le téléphone de Marco vibra de manière urgente. Il répondit en italien sec, son expression s'assombrissant, puis regarda Alessandro avec une inquiétude évidente. « Boss, abbiamo un problema. Uno dei nostri punti di osservazione è stato compromesso. Stanno arrivando. » La transformation d'Alessandro fut instantanée.
L'homme vulnérable disparut, remplacé par le guerrier. Quanto tempo abbiamo? 10 minuti, forse meno. Allora ci muoviamo adesso. Codice rosso. Alessandro se tourna vers Léa, son expression dure, mais ses yeux s'excusant. Ils nous ont trouvés. Je ne sais pas comment, mais l'un de nos points de surveillance a été compromis. Nous devons vous déplacer immédiatement vers un lieu sûr. Me déplacer. La voix de Léa monta. C'est ma maison, qui est maintenant une cible. Léa, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous me fassiez confiance une fois de plus. Marco vous emmènera dans une planque qui a été préparée exactement pour cette éventualité. Vous serez protégé, à l'aise et en totale sécurité. Mais nous devons y aller maintenant. Et vous? J'irai bien. C'est ce que je fais. Évader, engager, éliminer. Mais je ne peux pas le faire efficacement si je m'inquiète que vous deveniez un dommage collatéral. Il saisit ses épaules, la forçant à croiser son regard. S'il vous plaît, Léa, laissez-moi vous protéger, comme vous m'avez protégé. Le son de véhicules approchant, plusieurs moteurs tournant vite. Marco était déjà sur sa radio, lançant des ordres rapides. Dehors, Léa pouvait voir les hommes de Marco prendre des positions défensives, leur déguisement décontracté, abandonné au profit d'une préparation tactique. Cela arrivait vraiment. Sa vie calme et ordinaire était sur le point de devenir un champ de bataille. « D'accord, dit-elle, le mot sortant petit mais stable. D'accord, j'irai. Mais Alessandro. » Elle lui saisit la main, les surprenant tous les deux. « Vous avez survécu à ça. Ne vous avisez pas de mourir après tout le mal que je me suis donné pour vous sauver. » Un éclair de chaleur authentique traversa ses traits. « Je ferai de mon mieux. Maintenant, allez-y. Marco vous gardera en sécurité jusqu'à ce que je puisse venir vous chercher moi-même. » Marco était déjà en mouvement, guidant Léa vers la porte arrière, où une berline banale attendait, moteur tournant. Elle regarda une dernière fois en arrière, voyant Alessandro debout dans sa cuisine, transformé en quelque chose de simultanément beau et terrifiant. Un guerrier se préparant au combat. Puis la main de Marco fut sur son bras, douce mais insistante, et elle fut guidée dans la voiture. La dernière chose qu'elle vit avant qu'il ne démarre fut sa petite maison, entourée d'hommes armés, sur le point de devenir le centre d'une tempête qu'elle avait déclenchée par inadvertance en refusant de laisser un étranger se noyer. La planque était un appartement-terrasse dans le quartier financier, tout en murs de verre et minimalisme moderne, qui semblait provenir d'une autre planète que celle de Léa. Marco avait conduit en silence, empruntant un itinéraire impliquant 3 changements de voiture et ce qui ressemblait à des cercles délibérés avant d'arriver à un garage souterrain. La sécurité était absurde. Scanners biométriques, gardes armés qui saluaient respectueusement Marco, plusieurs portes verrouillées avant d'atteindre l'ascenseur qui nécessitait une carte magnétique et une empreinte digitale pour s'activer. Au moment où ils atteignirent l'appartement lui-même, Léa avait l'impression d'être entrée dans une forteresse déguisée en immobilier de luxe. « Vous serez en sécurité ici, » dit Marco, son anglais plus hésitant maintenant, le stress transparaissant sous son calme professionnel. « Nourriture dans la cuisine, vêtements à votre taille dans la chambre. Ne demandez pas comment nous avons eu vos tailles. Les fenêtres sont blindées. La sécurité du bâtiment est à nous. Personne ne vous atteint, sans passer par plusieurs couches de professionnels très motivés. Combien de temps vais-je rester ici? Jusqu'à ce que le patron dise le contraire. Cela pourrait être des heures, pourrait être des jours. Cela dépend de la façon dont les choses. » Il s'interrompit, décidant apparemment que finir cette phrase ne serait pas utile. La façon dont les choses se passent, quand Alessandro affrontera les gens qui essaient de le tuer, finit Léa. Vous pouvez le dire, Marco. Je ne suis pas naïf sur ce qui se passe. L'homme plus âgé l'étudia avec un nouveau respect. Non, vous ne l'êtes pas. La plupart des civils seraient hystériques à l'heure qu'il est. Vous gérez cela avec un sang-froid remarquable. Je hurle intérieurement, si cela peut t'aider.
une ombre de sourire. Ça aide, en fait. Ça montre que vous êtes humaine. Le patron. Marco fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Il se soucie de votre sécurité. Plus qu'il n'est probablement sage, vu les circonstances. Je le sers depuis 12 ans, et je ne l'ai jamais vu ainsi. Aussi investi dans la protection de quelqu'un d'extérieur à l'organisation. Qu'est-ce que vous essayez de dire, Marco? Je dis que quoi qu'il se passe entre vous deux, c'est assez réel pour qu'il prenne des décisions avec son cœur plutôt qu'avec sa tête. Ce qui est dangereux pour un homme dans sa position. Mais aussi, d'une certaine manière, beau à voir. Il est seul depuis si longtemps. Froid, calculateur, ne laissant jamais personne s'approcher. Puis vous le sortez de l'océan, et soudain, il est redevenu humain. C'est digne d'être protégé, signorina, même si cela rend mon travail nettement plus compliqué. Avant que Léa ne pût répondre, le téléphone de Marco vibra. Il répondit, son expression immédiatement grave, parlant un italien rapide que Léa ne pouvait pas suivre. Quand il raccrocha, sa mâchoire était figée dans une ligne dure. « Je dois retourner auprès du patron. Vous aurez 4 hommes postés dans le bâtiment, 2 dans le hall, 2 à cet étage. Ils n'entreront pas dans l'appartement à moins d'une urgence, mais ils sont là. Ne sortez pas. N'ouvrez la porte à personne, sauf à moi ou au patron. Compris? Marco, qu'est-ce qui se passe? Le patron engage l'ennemi. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais Léa... » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Il survivra à ça. Il le fait toujours. C'est ce qu'il fait de mieux. Puis Marco disparut, et Léa fut seule dans l'appartement d'un étranger, entourée d'un luxe qui semblait vide et froid. Elle se dirigea vers les fenêtres panoramiques, regardant la ville qui s'étalait en bas comme un circuit imprimé de lumière. Quelque part là-dehors, Alessandro se battait pour sa vie. Des gens mouraient, probablement, la violence se déchaînant dans l'ombre, tandis que les citoyens ordinaires vaquaient à leur routine du soir, ignorant de la guerre, menée juste hors de vue. Elle devrait se sentir coupable de ne pas appeler la police, d'être complice de ce qu'Alessandro faisait. Elle devrait être horrifiée par toute la situation. Au lieu de cela, elle ressentait une anxiété rongeante qui n'avait rien à voir avec la moralité, et tout à voir avec la réalisation terrifiante qu'elle était désespérément inquiète pour un homme qu'elle connaissait à peine. Un criminel, un tueur, quelqu'un qui devrait la repousser, mais qui, au contraire, était devenu la personne la plus importante de son monde, soudainement bouleversée. Les heures passèrent avec une lenteur atroce. Léa essaya de manger, n'y parvint pas. Essaya de regarder la télévision, trouva chaque programme insignifiant. Elle fit les 100 pas dans l'appartement, comptant les pas, surveillant son téléphone pour des messages qui ne venaient jamais. La nuit tomba tout à fait, les lumières de la ville s'intensifiant, tandis que l'obscurité s'emparait du ciel. Et toujours rien. Pas de nouvelles de Marco. Pas d'appel d'Alessandro. Juste le silence et l'incapacité de faire quoi que ce soit d'autre qu'attendre. À 22h30, son téléphone sonna enfin. Numéro inconnu. Elle répondit immédiatement. Léa. La voix d'Alessandro, rauque et fatiguée, mais glorieusement vivante. « Êtes-vous en sécurité ?»« Oui. Les hommes de Marco sont ici. Et vous? Êtes-vous blessé ?»« Rien de grave. Quelques ecchymoses, des coupures mineures. Rien comparé au crash de l'avion, je vous le promets. » Il fit une pause, et elle entendit l'épuisement dans sa voix. « C'est fini. L'organisation qui m'a ciblé a été dissoute. Leurs dirigeants sont soit morts, soit ont accepté des conditions de reddition très spécifiques. La menace est éliminée. » Léa se laissa tomber sur le canapé coûteux, le soulagement la submergeant si puissamment qu'elle se sentit étourdie. « Dieu merci. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? » « Maintenant, vous rentrez chez vous. Marco viendra vous chercher dans l'heure et s'assurera que votre maison est sécurisée.
L'équipement de surveillance sera retiré, les mesures de sécurité supplémentaires démantelées. D'ici demain matin, ce sera comme si rien de tout cela n'était arrivé. Et vous? Silence au téléphone. Lourd de mots non dits. Puis, je retourne dans mon monde. Vous retournez dans le vôtre. C'est mieux ainsi, Léa. Plus propre. Plus sûr pour vous. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Ce que je veux est hors de propos. Ce qui est le mieux pour vous est tout ce qui compte. Ce n'est pas une réponse, Alessandro. C'est une dérobade. Léa se leva, la colère perçant soudainement son soulagement. Vous n'avez pas le droit de prendre cette décision unilatéralement. Pas après tout ce qui s'est passé. Pas après ce que vous avez dit dans ma cuisine sur ce que vous ressentez pour moi. Léa. Non. Écoutez-moi pour une fois. Je sais que votre monde est dangereux. Je sais que le fait d'être proche de vous signifie accepter des choses auxquelles j'ai passé ma vie à m'opposer. Je sais qu'il n'y a aucune raison logique pour que cette connexion entre nous existe. Mais elle existe. Et le fait que vous vous en alliez parce que vous avez décidé que c'était mieux pour moi, c'est juste que vous avez peur. Peur. Sa voix devint plus vive. De quoi exactement? D'être vulnérable. De tenir à quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé ou commandé. D'avoir une faiblesse que vos ennemis pourraient exploiter. Vous ne me protégez pas en partant, Alessandro. Vous vous protégez vous-même du fait d'avoir à ressentir quelque chose de réel. Le silence qui suivit fut si long que Léa crut qu'il avait raccroché. Puis il parla, sa voix basse et brute d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Vous avez raison. J'ai peur. Je suis terrifié, en fait. Parce que tous ceux à qui j'ai tenu ont soit été blessés à cause de moi, soit utilisés contre moi. Ma mère est morte dans une attaque destinée à mon père quand j'avais 15 ans. La femme que j'aimais dans la vingtaine a été kidnappée et traumatisée par des rivaux essayant de me forcer la main. J'ai appris tôt que s'attacher est un fardeau dans mon monde, que l'amour est une arme pointée sur son propre cœur. Alors, oui, j'ai peur. Peur qu'en restant proche de vous, cela vous mette dans un danger que je ne pourrai pas toujours prévenir. Peur que je sois la raison pour laquelle quelque chose de terrible vous arrive. Et j'ai peur aussi, répondit Léa, sa voix plus douce maintenant. Peur que vous laisser partir signifie ne jamais savoir ce que nous aurions pu être. Peur de vous avoir sorti de l'océan juste pour vous perdre à cause de votre propre peur. Mais, Alessandro, je n'ai pas sauvé votre vie juste pour que vous la gâchiez en étant seul. Qu'est-ce que vous suggérez? Je suggère que vous arrêtiez de décider de ce qui est le mieux pour moi et que vous me laissiez faire mes propres choix. Je suggère que peut-être, juste peut-être, nous essayions de comprendre cela ensemble, au lieu que vous fassiez de grands gestes nobles qui nous laissent tous deux malheureux. Je suggère, elle prit une inspiration, s'engageant pleinement. Je suggère que vous veniez à la planque ce soir, que nous parlions, vraiment, de ce qui se passe ensuite, pas en tant que criminel et que femme qui l'a sauvé, mais en tant que deux personnes essayant de naviguer dans quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. C'est dangereux. Tout chez vous est dangereux, mais j'ai sauté dans une épave en feu pour vous sauver. Donc, clairement, je ne suis pas très doué pour éviter le danger quand c'est important. Elle l'entendit rire, un vrai rire, surpris et authentique. Vous êtes extraordinaire, Léa Parker, absolument extraordinaire. C'est un oui? C'est un oui. Je serai là d'ici 1 heure. Mais, Léa, ce que j'ai dit sur mon monde étant dangereux, sur les risques d'être proche de moi, ce n'était pas une exagération. Si nous faisons cela, si nous essayons de construire quelque chose entre nous, vous devez comprendre que votre vie ne sera plus jamais simple. Il y aura toujours des préoccupations de sécurité, toujours des risques, toujours des parties de ma vie que je ne pourrai pas partager,
ou que vous ne voudrez pas connaître. Je sais, et cela me fait peur. Mais j'ai plus peur des regrets que je ressentirai si je n'essaie pas au moins. Alors à tout de suite. Et, Léa, merci pour m'avoir sauvé la vie, oui. Mais plus important encore, pour m'avoir rappelé que j'ai une vie qui vaut la peine d'être sauvée. La ligne s'éteignit. Léa resta debout au centre de l'appartement luxueux, son cœur battant la chamade, son esprit tourbillonnant face à l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Elle venait d'accepter d'essayer de construire quelque chose avec un chef de la mafia. Un criminel. Quelqu'un dont la vie quotidienne impliquait des décisions qu'elle trouverait moralement répréhensibles. C'était insensé, téméraire. Le genre de décision sur laquelle on écrivait des romans d'amour parce que c'était trop improbable pour la vraie vie. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. 53 minutes plus tard, elle compta chacune d'elles, on frappa à la porte. À travers l'œilleton, elle vit Alessandro, nettoyé mais montrant des signes de la violence de la nuit. Une nouvelle ecchymose sur sa mâchoire. Les articulations écorchées sur sa main droite. L'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage. Elle ouvrit la porte, et pendant un moment, ils se regardèrent simplement, le poids du non-dit suspendu entre eux. Puis il entra, fermant la porte derrière lui, et dit doucement : « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, sur le fait d'avoir peur, sur le fait de prendre des décisions pour vous au lieu de les prendre avec vous. Vous avez raison. J'ai passé tant de temps à tout contrôler, à gérer chaque variable, que j'ai oublié ce que c'est que de confier à quelqu'un d'autre quelque chose d'aussi précieux que la vulnérabilité. Et maintenant, demanda Léa, sa voix étant à peine un murmure. Maintenant, je veux essayer. Je veux voir si nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne, malgré toutes les raisons logiques pour lesquelles cela ne devrait pas. Je veux... » Il fit une pause, semblant chercher ses mots. « Je veux savoir ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui me voit comme un humain plutôt que comme une arme. Quelqu'un qui a risqué sa propre vie pour sauver la mienne, sans savoir qui j'étais, ni ce que je pouvais offrir en retour. Quelqu'un qui me regarde avec espoir plutôt qu'avec peur. » Léa réduisit la distance entre eux, sa main trouvant la sienne abîmée, faisant attention aux articulations écorchées. « Alors essayons. Pas de promesses, pas de garantie. Juste deux personnes qui se débrouillent au fur et à mesure. C'est terrifiant. Tant mieux. La peur vous maintient alerte, vous maintient en vie. Quelqu'un de très sage me l'a dit récemment. » Alessandro sourit, le premier sourire vraiment sans défense qu'elle voyait de lui, et porta sa main à ses lèvres, embrassant ses articulations, avec une courtoisie d'un autre monde qui aurait dû sembler ridicule, mais qui au contraire lui coupa le souffle. « Vous allez complètement bouleverser ma vie, n'est-ce pas ? » ?»« Probablement. Est-ce que ça vous va ? » ?»« C'est plus que correct. C'est exactement ce dont j'ai besoin, même si je ne le savais pas avant que vous ne me sortiez de cette épave en flammes. » Il la rapprocha de lui, sa main libre venant encadrer son visage avec une tendresse surprenante. « Vous m'avez sauvé la vie, Léa Parker, mais je pense que vous avez peut-être sauvé plus que cela. Vous m'avez rappelé que sous la violence, la stratégie et le cynisme calculé, je suis toujours capable de ressentir quelque chose de réel. C'est un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser de manière adéquate. »« Vous pouvez commencer par m'embrasser, » dit Léa, se surprenant elle-même par son audace. Les yeux d'Alessandro s'assombrirent, et il se pencha, ses lèvres rencontrant les siennes, avec une douceur qui contrastait vivement avec tout ce qu'elle savait de lui. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, deux personnes explorant un territoire inconnu. Puis, il s'intensifia, devenant quelque chose de plus profond, de plus honnête. Une promesse des choses à venir, des complications, des défis et d'une connexion qui défiait toute objection logique. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, Alessandro appuya son front contre le sien. « Vous réalisez que ce ne sera pas facile. Il y aura des moments où vous détesterez ce que je fais.
où mon monde s'immiscera dans le vôtre d'une manière que vous ne pourrez pas ignorer. Des moments où vous vous demanderez si c'était le bon choix. Je sais. Mais, Alessandro, je préfère affronter ces défis avec vous que de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu se passer si j'avais été assez courageuse pour essayer. Alors nous essayons, ensemble. Dehors, derrière les fenêtres, la ville continuait son rythme sans fin. Des millions de gens vivant des vies ordinaires, ignorant du marché extraordinaire, conclu dans l'appartement terrasse. 2 personnes issues de mondes incroyablement différents, reliées par un moment de courage dans le feu et l'eau, choisissant de voir où cette connexion pourrait mener. C'était improbable, dangereux et complètement illogique. C'était aussi, réalisa Léa, alors qu'Alessandro la serrait à nouveau contre lui, exactement ce qu'elle voulait. La fin d'une histoire et le début d'une autre. Une histoire écrite non pas seulement dans le sang et la violence, mais dans la détermination obstinée de 2 personnes à trouver quelque chose de réel dans un monde qui offrait peu de place à de tels luxes. Une histoire écrite dans les flammes qui les avaient réunis, et dans l'aube qui promettait, malgré tout, une chance pour quelque chose qu'aucun des 2 n'avait attendu, mais dont tous 2 avaient désespérément besoin. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je retravaille certains passages ou si vous avez d'autres textes à traduire.